Ça commence, donc je vous mets le micro général. Et ce matin, je vais vous présenter une conférence qui va tenter de résumer un peu. Je viens de faire un livre un peu compliqué, un peu technique. C'est de la physique, de la métaphysique. Il y a des maths dedans. Mais vous allez voir, c'est cohérent avec tout l'ensemble des conférences qui ont eu lieu ce week-end et qui auront lieu. Alors, le titre de la conférence, déjà, c'est le champ unifié de conscience. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que ça existe, cette histoire? Parce que on a, de plus en plus, ces jours-ci, ces années-ci, depuis quelques décennies, il se pratique un espèce de retournement. Raymond Rullier, c'est un homme qui a écrit La gnose de Princeton. Et Raymond Rullier, il a dit la pensée est en train de se retourner. Alors, pour le faire très, très simple et très prosaïque, on pensait depuis longtemps que la matière préexistait à tout et que la conscience, en tout cas la conscience humaine, réflexive, apparaissait sur un substrat biologique, donc fait de matière, d'électromagnétisme. Donc, il y avait la matière au départ, le Big Bang, la matière, la biologie, et apparaissait une surcouche qui s'appelait la conscience. Et aujourd'hui, ce modèle, c'est ce qu'on appelle un modèle matérialiste, hein, la matière précède la conscience, il commence à prendre l'eau de partout. Ce modèle matérialiste, je le fais très bref, il n'est pas beau. Il a trop de trous dans la raquette. Il explique, j'irais jusqu'à dire, il explique rien. Et donc, il y a un retournement conforme, c'est dire, non, finalement, il y aurait un champ de conscience qui apparaît, qui existe, qui préexiste à toute chose, et au-dessus va apparaître l'espace, le temps et la matière, et l'énergie. E égale mc2, matière, énergie, c'est presque pareil, l'espace et le temps, c'est presque pareil, et on les a unifiés dans une vision physique commune, hein, ça c'est Einstein, E égale mc2 aussi. Et donc, voilà, la question c'est, est-ce qu'il y a un champ de conscience avec lequel on serait relié? Notre cerveau, hein, le cerveau biologique, le cerveau neuronal. Ça, c'est ma thèse. C'est ma thèse et la thèse de beaucoup. Il y aurait un truc, un champ. Le problème, c'est que les champs, moi je suis physicien de formation, les champs, on sait les mesurer. On sait mesurer un champ de gravitation, on lâche un objet, il tombe. On sait mesurer un champ magnétique avec une boussole, on sait mesurer des forces électrofaibles ou des forces fortes dans le noyau d'un atome, on sait faire, les physiciens savent faire. Le cinquième champ, on l'appelait le cinquième champ, hein, ce serait un champ de conscience, mais avec quoi on le mesure? Et je vais essayer de vous montrer que ce champ, il n'est peut-être pas aussi irréel que ça, et à vrai dire, je suis convaincu qu'il existe. Alors voilà. Alors moi, pour me présenter un peu, je suis physicien de formation, j'ai fait beaucoup de cryptologie. J'étais policier, j'étais commandant de police, hein. Vous voyez, ça mène à tout. Hein. Et j'étais commandant de police cryptologue, c'est-à-dire je pratiquais des enquêtes. Je suis un enquêteur fou. Ou un fou enquêteur, je ne sais pas trop moi des fois. Et je suis un enquêteur. Je suis têtu comme une mule, je ne m'arrête que quand j'ai compris, et je cherche. Et des fois je cherche, ça tourne en boucle, hein. Des fois c'est dur. Hein. Mais voilà, je vais le dire, je suis légèrement neuroatypique, je dois avoir un cerveau un peu suractif, petit déjà j'étais comme ça. Dès l'âge de 11 ans, je lisais tout ce que je trouvais sur la relativité générale. On m'appelait Einstein.
À la fac, un copain il m'appelait Einstein parce qu'il disait mais tu parles que de ça. Ben ouais, ça me passionnait. Donc je suis passionné de deux choses dans la vie, entre autres, hein, et de bien d'autres choses. De relativité générale d'Einstein. C'est une théorie de la gravitation, hein, des corps qui tombent ou qui tournent, ou du Big Bang, ou de la cosmologie. Et puis de la conscience. Voilà, j'ai deux passions. Et j'arrive pas à me séparer de l'une ou de l'autre. Je lis un livre de physique, un livre sur la conscience, un livre de maths, un livre sur le chamanisme, un livre de topologie, et après un livre sur l'alchimie. Alors, je suis passionné d'alchimie, et je suis un peu alchimiste, c'est-à-dire un chercheur fou. Un peu fou, un peu fou. Moi, je préfère être un peu fou dans ce monde de dingue que normal. On écrit normal. Normal. Voilà, alors mes deux passions sont là, et ça fait 45 ans, j'ai 60 ans, donc depuis l'âge de 10-12 ans, je voulais faire de la physique, des maths, et je cherche les deux volets, et évidemment, les rencontres sciences et conscience, c'est le lieu le plus approprié pour réunir la science, celle qui fait des maths, de la physique, mainstream, hein, on va dire, et la conscience, celle qui est difficile à expliquer, quoi. Ce phénomène qui est là, comment ça marche. J'aurais du mal, le plus grand mal, à définir ce qu'est la conscience, mais bon, on en a assez parlé, chacun se fait son idée. Et donc, vous voyez, je peux lire Le Charme unifié, qui est un grand classique. Je peux lire la science de l'interprétation. Comment l'esprit agit sur la matière, hein, de Josselin, j'ai lu tous ses livres, on a les mêmes questionnements et on a quasiment les mêmes réponses. Moi, je vais prendre un peu plus de technicité mathématique, là. Je vais parler de maths, et vous allez voir que les maths, c'est beau. Hein, parce que chaque fois qu'on parle de maths à quelqu'un, oh, j'ai pas nul en maths, oh, je suis nul en maths, je comprends rien, les maths c'est nul. Ben non, c'est pas vrai. C'est peut-être mal enseigné, je sais pas. Enfin, je dis ça, j'ai une amie prof de maths là, mais elle reçoit les mêmes échos. Hein. Les maths, oh, c'est nul, c'est dur. Mais si on veut comprendre l'univers, que nul d'entre ici s'il est géomètre. Parce que si vous ne voulez pas faire de maths, il y a tout un pan de la connaissance qui vous échappera. Je le dis, je ne sais pas une critique, hein, mais c'est tellement beau de comprendre certaines structures mathématiques, et je vais vous parler d'une en particulier, que voilà. C'est dommage de se priver de ça. C'est comme si un mathématicien est complètement matérialiste, je lui dis waouh, tu te prives de beaucoup de choses à comprendre la subtilité du champ de conscience unifié. Alors, vous voyez, en haut c'est les livres plutôt spirituels et en bas les livres techniques. Hein. Celui-ci, par exemple, faut se le frapper, quoi. Hein. C'est pas super dur, mais il faut le lire. Hein. Les quaternions, Algèbre de Clifford et physique relativiste. C'est chiant à mourir. Ce livre, Jean-Émile Charon, je ne sais pas pourquoi, un copain qui est dans la salle, un jour, j'avais 20 ans, il me prête le livre « J'ai vécu 15 milliards d'années ». Oui, pas jeune, hein. J'ai vécu 15 milliards d'années. Et c'est Jean-Émile Charon, physicien au CNRS, hein, qui avait écrit La relativité complexe. La relativité, vous connaissez par Albert Einstein. Complexe, qu'est-ce que c'est? Les nombres complexes, il y en a qui savent ce que c'est. C'est une extension de corps des réels c'est une clôture algébrique, hein, enfin, je ne saurais pas l'expliquer beaucoup mieux. Enfin voilà, les nombres complexes. Et ce livre-là, je l'ai acheté il n'y a que quelques années. Ça, je peux vous dire, je l'ai cherché. Pendant des années, je disais, mais j'arrive pas à trouver ce livre. Et grâce à Internet, il y a quelques années,
et je l'ai acheté tout de suite, c'est une réédition. Jean-Émile Charron, il a été décrié par sa communauté scientifique du CNRS, parce que c'est le premier qui a écrit La relativité complexe, et qui a commencé à parler de conscience au sein des électrons. Les électrons, il disait... Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je sens sensiblement la même chose, un truc très proche de ça. Et la relativité complexe, je vous le dirai tout à l'heure, c'est la relativité, c'est en 4 dimensions, X, Y, Z et le temps. Et lui, il a dit, chacun de ces paramètres est complexe, donc 2 dimensions. Donc 2 fois 4, 8. Sortez vos calculatrices, vérifiez. 2 fois 4, 8 dimensions. Vous allez voir. Et donc, celui-là est très très difficile, même pour moi. Je veux dire, moi j'ai un niveau mathématique moyen. Je connais des gens qui sont infiniment plus compétents. De la même façon, en physique, je suis un physicien moyen, j'ai une maîtrise de physique, mais il y a des gens qui ont des doctorats, qui ont travaillé au CERN et tout. Je ne me mets pas à leur niveau. Par contre, j'ai une vision transdisciplinaire. C'est-à-dire, mon approche, je vous dis, elle part de la compréhension d'un petit truc en mathématiques jusqu'à la structure même de la conscience. Je survole toujours, j'ai toujours une vue, c'est un peu ça ma neuroatypicité. Je ne peux pas régler un problème si je ne le vois pas de haut. Bon. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Alors, n'ayez pas peur. Albert Einstein, vous connaissez. Ça, c'est l'équation de la théorie de la relativité générale. C'est-à-dire, pour faire très simple, c'est la structure de l'espace, l'espace-temps, à 4 dimensions, X, Y, Z et T. Et c'est la structure de l'espace-temps qui se déforme. Là, c'est des tenseurs. Un tenseur, c'est comme un tendeur. Hein? Ça travaille sur les tensions. Et donc, l'espace autour de la Terre, il est tendu, tordu. Et la Lune, elle tourne dans les courbures de la Terre. Voilà. Et c'est formalisé par une équation comme ça, assez compliquée. C'est pareil, les tenseurs, c'est difficile. Il faut des années d'algèbre pour comprendre ce que c'est. Mais, de mon point de vue, c'est la plus belle équation de la physique. Et c'est la plus juste de mon point de vue. Et j'étais passionné de ça dès l'âge de 12-13 ans. Je ne voyais pas d'autres, j'étais fou de ça. Et je me rappelle avoir discuté avec une dame un jour, Laura Knight, pour ne pas la citer, une dame exceptionnelle, et on rigolait parce qu'elle avait la même passion. Je disais, mais on est fou, quoi. La plupart des gens, ils ne s'intéressent pas à ça, c'est trop abstrait. Et bien, on était passionnés de gravitation. Voilà, ça fait plaisir de se sentir, on est au moins 2 à avoir la même passion. Parce qu'on n'en rencontre pas tous les jours, des gens qui s'intéressent à la relativité générale. Il y en a beaucoup. Dans toutes les facs, dans toutes les universités, dans tous les centres de recherche, il y en a. Mais dans la rue de la vie de tous les jours, c'est pas... Voilà, juste pour vous montrer que ça, c'est de la théorie de la relativité générale, donc de gravitation, ça décrit la déformation de l'espace. De l'espace-temps. Et vous allez voir, après je vais revenir, vous verrez. Une deuxième structure importante en mathématiques, c'est l'équation de Schrödinger. Là, c'est de la mécanique quantique. Ça n'a rien à voir. Là, on va étudier des particules, des atomes, on va des champs de force, mais au niveau corpusculaire, au niveau des particules. Et on écrit une équation, alors celle-ci, elle est écrite sans le temps. Il n'y a pas le paramètre temps, là. C'est marrant. Parce que la mécanique quantique, au départ, elle se place dans un espace plat, on dit euclidien. C'est-à-dire, on a X, Y, Z, ça c'est les coordonnées pour repérer l'espace. Et la mécanique quantique, elle vient ajouter des champs électromagnétiques, des champs de force, des champs pas encore de gravitation.
et dans un espace plat, rigide, quoi, un peu comme les murs ici, ils sont droits, ils ne sont pas tordus. En relativité générale, c'est tordu, c'est courbe. C'est des métriques, on dit, riemanniennes, elles sont courbes. Ok. Et moi, j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, c'est 45 ans de réflexion, 45 ans de recherche, des fois acharnée. Je vous dis que je suis têtu comme une mule, je ne comprends pas vite et je reviens beaucoup sur les problèmes. Je reviens beaucoup. Et j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'était plus fort que moi, ça m'est venu dans des phases un peu alchimiques. Hein. L'alchimie, c'est quand... c'est bizarre un peu, hein. Il vous arrive des trucs, le matin vous vous réveillez, il y a un mot magique qui vous arrive, le matin, moi c'est le matin au réveil. Un mot. Wow, il sort d'où celui-là? Comme si quelqu'un me le soufflait. Hein. Je ne sais pas qui, hein, mais quelque chose qui ne vient pas de moi. Hein. Alexander Grothendieck, mon mathématicien fétiche dont je suis amoureux, il dit dans La Clé des songes, il dit il reçoit des rêves, ça ne vient pas de lui. Bon, il dit ça vient de Dieu, ça vient de quelque chose de plus haut. Mais moi, ce livre, j'ai voulu l'écrire, c'est du boulot, j'ai passé 2-3 ans. Hein, parce que, vous allez voir, il est dur à lire, mais il a été dur à écrire. Hein, et il n'est pas parfait. Je sais qu'il n'est pas parfait parce que j'ai du mal à faire des trucs. Je ne suis pas un perfectionniste. J'ai mis beaucoup d'intuitions. Donc, les intuitions, moi je les vois bien dans ma tête, mais pour les écrire et les transcrire, c'est pas facile. Hein. Alors, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Unification, et c'est un terme technique. Hein. Unification, c'est comment unifier dans une même théorie mathématique physique la gravitation. Enfin, d'abord, l'électromagnétisme, les interactions fortes, les interactions électrofaibles, donc électrofaible c'est déjà unifié, et la gravitation. Et ça, c'est un challenge. Parce que la mécanique quantique explique très bien les forces électromagnétiques, tout ça, mais explique très mal la gravitation, et la gravitation n'explique en rien la mécanique quantique. Donc le but des physiciens, c'est d'unifier tout ça pour avoir une théorie unique. Alors, quelles sont les questions pour dire ce fameux champ de conscience unifié, il existe, il n'existe pas, c'est une chimère, c'est une rêverie de gogo, de perché, je caricature. Et donc, il y a un des problèmes importants qui est le problème difficile de la conscience. Je vous le fais très bref. Quand vous voyez, vous fabriquez un petit objet avec des particules, de la matière, que de la matière, et quelques interactions, vous le sophistiquez un peu, et puis, je ne sais pas, vous lui mettez un petit capteur de lumière, et puis vous l'éclairez avec une lampe, et le petit robot, on va dire c'est un petit robot, hein, il recule. Quand il voit de la lumière, vous avez programmé qu'il recule. Quand vous enlevez la lumière, il avance. Waouh, vous dites, c'est marrant ce truc, on dirait, bon, c'est un petit robot, mais on dirait qu'il me voit, ou il voit la lumière quand je l'éclaire. Hein. Ça, on dirait qu'il est conscient, au sens de, il a conscience que je vais l'éclairer avec une petite lumière et il se met à reculer. Mais c'est juste une simple programmation, il n'est que matériel, avec des petits, un peu d'électronique, des rouges, que sais-je. Et ça, c'est le problème facile. Vous dites, tiens, il a l'air conscient. Et ça, c'est la conscience. On pense que le petit objet, là, il a conscience de l'extérieur et il réagit. Il ne fait que réagir. Ça, c'est assez facile à comprendre. Et on pense que nous, ou les animaux d'abord, les animaux simples, les cellules, les petits objets monocellulaires, pluricellulaires, on se dit, ben oui, ils ne font que réagir. Pour le faire bref, c'est le behaviorisme, c'est-à-dire il a un comportement parce qu'il a des capteurs sur l'extérieur et il réagit en fonction des capteurs. Si l'eau est trop froide, le truc il monte parce qu'il aime l'eau chaude. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Le problème donc d'écrire des êtres vivants comme étant des robots plus ou moins sophistiqués, ça a été fait, mais ça ne répond pas à la question difficile de la conscience qui est pourquoi le petit robot, moi, si je suis un robot?
À quel moment j'ai conscience de mes états intérieurs? Comment la matière, un électron, un proton, un atome, une molécule, comment elle peut dire tiens, je crois en Dieu, quoi. Ben, par exemple, ça m'arrive. Tiens, il y a de la transcendance dans le monde. Ben, non, le petit robot, il avance, il recule, quand on l'éclaire, la cellule, elle réagit. Elle n'agit pas. Donc, ce problème difficile de la conscience, c'est lui qui devient déjà le premier grain de sable dans le matérialisme primitif, je dirais, ou primaire. Bon. Ensuite, l'interaction entre la matière et la pensée. Pareil, problème difficile. Comment? Elle est où la conscience? Elle est où la pensée? Dans un espèce de conglomérat de particules, d'atomes, de molécules. Elle est où? C'est où que se fait la jonction? Bon, problème difficile aussi. Et moi, en tant que physicien, je pars de là, moi, je pars de la troisième question, pas les deux premières, mais je pars de la troisième question. Comment on peut unifier la relativité générale, la mécanique quantique? Comment on peut relier le monde infiniment petit du monde de la cosmologie, des planètes, des étoiles? Et ça, c'est la quête des physiciens, au CERN à Genève, ou des physiciens théoriciens. Et comment unifier toutes les interactions? Il y en a 4. Et voilà mes a priori. Moi, j'ai des a priori. Peut-être que, normalement, en tant que scientifique, on ne doit pas avoir d'a priori. On doit étudier le monde objectivement. Pas avoir d'a priori, sinon ça s'appelle un biais cognitif, quoi. Et peut-être j'ai ce biais, attention. Je ne dis pas que je ne l'ai pas, mais j'essaie de ne pas l'avoir. Et ce biais cognitif de croire, mais ça, c'est pas un biais cognitif, je l'ai découvert au fil des années, tout est mathématique. Et que personne ne proteste, attention. Non. On peut protester, dire ah oui, mais le monde c'est beaucoup plus que des mathématiques. Les mathématiques c'est pour les profs de maths, pour les lycéens, pour les physiciens, ils comprennent rien au monde. Non, tout est mathématique. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. À l'époque, c'était sur le temple de Delphes. Voilà. Et il y a un deuxième a priori, mais pareil, qui m'est venu. J'avais pas cet a priori quand j'avais 14 ans, 15 ans. Il s'est pratiqué à l'âge de 25 ans, quand j'ai pratiqué le retournement conforme. Pourquoi conforme? C'est-à-dire j'ai replacé l'esprit avant la matière. Il y a l'esprit, un truc qui pense, un champ unifié de conscience, on va y venir. Il pense, il a une géométrie et une dynamique, et au-dessus, la matière. Vous voyez, vous retournez le problème. Et au début, ça ne change rien, puisque qu'on explique le problème par le haut, par la matière, ou par le bas, par la conscience, ou qu'on retourne et on réexplique par la conscience et en dessous il y a la matière. Au début, il ne se passe rien. C'est un retournement conforme. Ça ne change rien. Mais ça va changer bientôt. Donc, une forme de pensée précède le monde. C'est ça, ce fameux champ de conscience avec lequel notre cerveau neuronal est connecté. Là, je commence à rentrer dans une explication spirituelle. On est comme la radio reçoit des ondes, elle joue de la musique, mais la musique, elle n'est pas fabriquée par la radio. Et la conscience n'est pas constituée ou fabriquée ou sécrétée, on dit comme la bile est sécrétée par le foie, la conscience humaine n'est pas sécrétée par le cerveau. Le cerveau est une interface, vous allez voir. Je vous dirai où je la place à un moment. Alors voilà. Donc, je ne suis pas le seul à penser ça. Je ne suis pas le seul, parce que la science moderne, elle ne s'occupe pas de la conscience. Sauf les neurologues, les psychologues, mais la science dure, je l'appelle la science dure, il n'y a pas la molle et la dure, mais la science dure, les maths, la physique théorique, la conscience, c'est jamais leur problème.
Sauf qu'en mécanique quantique, le problème vient à se poser. Est-ce que quand je fais une expérience de physique quantique sur les particules, est-ce que je suis objectif? Objectif, ça veut dire, si j'observais pas, ça se passe comme ça, si j'observe, ça se passe comme ça. Je suis objectif, c'est-à-dire l'objet de ma mesure ne dépend pas de moi, évidemment. La Lune tourne autour de la Terre, que je sois là pour l'observer ou pas, normalement, ça se passe de la même façon. Il y a un consensus. Bon, si moi je ne l'observe pas, il y a d'autres gens qui l'observent. Mais une particule, un système quantique, c'est plus délicat que ça. Et c'est là que vient rentrer la conscience dans... c'est le deuxième grain de sable qui vient enrayer toute la machinerie matérialiste. Bon. Et donc, vous voyez, je ne suis pas le seul à penser. Je cite 2 prix Nobel dans mon livre, j'en cite 30, je pourrais en citer 300. Je le dis, je pourrais en citer 300 des mecs qui pensent comme ça. Et des prix Nobel, hein. Mais les mecs, s'ils en parlent un peu trop, on leur dit « Oh, tais-toi, toi, hein, continue à faire des maths, continue à faire la mécanique quantique, mais parle pas trop ça. » Bon, je caricature, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Donc, la conscience, d'après Roger Penrose, moi je suis un adepte de Roger Penrose, hein, un gros indique, Penrose. Je suis dans ce courant de pensée plutôt matériel, spiritualiste, pardon. Et puis Max Planck, c'était plus ancien, je considère la conscience comme fondamentale. Voilà. Donc on y est. C'est d'abord la conscience, après le reste va apparaître. Alors on va rentrer dans le dur, je vais vous expliquer quelle est la révélation que j'ai eue. C'est enfin révélation. La trouvaille, j'ai fait une trouvaille. C'est pas une découverte parce que tout ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai des livres, j'ai des centaines de livres. Je ne fais que lire. Hein, ma recherche est plutôt bibliographique, mais transversale, transdisciplinaire. Et il y a quelques années, je découvre ce livre, GA, Geometric Algebra, maths physique pour demain. Dès la première page, je pourrais vous lire, le mec, en fait, je vais lire. Dès la première page, le prof de maths ou de physique, j'ai pas mes lunettes, il dit à son père, le jeune il est ingénieur en robotique, et il parle à son père, prof de maths et de physique, il lui dit, papa, hein, GA, tu connais? Me lança un jour mon fils. Il revenait d'Italie où il avait séjourné quelque temps dans un laboratoire de robotique. Je ne connaissais pas GA. Ce sont des chercheurs italiens qui m'en ont parlé, c'est la nouvelle façon de faire de la physique. Ceux qui l'utilisent sont encore très peu nombreux et ils font des découvertes rien qu'en formulant les lois connues dans ce nouveau système. Alors, nouveau système qui a 200 ans, hein, puisque GA, ça s'appelle les algèbres de Clifford. Clifford, c'est le 19e siècle, ou même pas avant, non, enfin, Clifford, c'est un mathématicien de 1800 et quelques, quoi. Eh bien, en utilisant les algèbres de Clifford, on peut redécrire tout ce qu'on connaît, l'électromagnétisme, la relativité, la mécanique quantique, dans une algèbre. Une algèbre, c'est une façon de faire des calculs dans un espace vectoriel, en gros, hein, dans un espace. Hein, les vecteurs, vous vous rappelez peut-être pour certains, des flèches. Et la géométrie algébrique, non, l'algèbre géométrique, GA en anglais, parce que la géométrie algébrique c'est beaucoup plus compliqué. Là on parle d'algèbre géométrique, je dirais algèbre de Clifford maintenant. Donc David Esténès, je l'ai mis là. Donc déjà je lis ce livre, waouh, je l'ai lu, j'avais plus de 50 ans, si j'avais appris ça à la fac, quand j'étais physicien amateur, enfin étudiant, waouh! Je l'ai prêté à un copain polytechnicien, il l'a lu,
Ah, il me dit, Alain, ça m'a fait une forte impression aussi. Et pourtant, je ne veux pas dire c'est simple, l'algèbre de Clifford, c'est pas très compliqué à comprendre quand on a fait un peu de maths. Non. Ok, donc je suis bluffé par ce livre. Et je peux vous le montrer, il est annoté, il est surligné. Je suis obligé de revenir 20 fois sur certaines pages pour comprendre et tout. J'ai mis des mois et des mois, des années à comprendre. Mais je finis par être convaincu que David Estenes c'est un physicien américain. Il est aussi pédagogue. Bon, bref, et c'est aussi un étudiant de. Je vais vous le rappeler tout à l'heure. Donc il est dans un courant de pensée, hein, mais David Estenes, c'est lui qui a fait la promotion de ces algèbres de Clifford pour réintroduire ça dans la physique et corriger une sorte d'anomalie mathématique, le produit vectoriel, le produit scalaire, et lui il réintroduit grâce à la géométrie algébrique, aux algèbres de Clifford, il réintroduit le produit géométrique, ça s'appelle. Bon, je vous passe les détails. Mais je suis convaincu par ce livre, par les travaux de David Estenes, j'en lis plein, c'est difficile, c'est compliqué, mais je suis passionné de ça. Voilà. Et puis, je lis tout ça, je comprends, je dis ouais. Et à un moment, je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas utilisé la version la plus simple de cette géométrie de Clifford? Elle s'appelle, je vais en parler plusieurs fois, au risque ne prenez pas peur, elle s'appelle l'algèbre de Clifford sur R3. R, c'est les nombres réels, et 3, c'est au cube, et on la note CL, Clifford, parenthèse 3,0. Ça veut dire qu'on est dans l'espace à 3 dimensions, X, Y, Z, et la métrique dans cet espace, c'est une métrique euclidienne. Les 3 valeurs au carré sont positives. Bon, je vous passe les détails. Je pourrais l'expliquer, mais je ne veux pas vous embrouiller, vous faire un cours de maths ou de... Si je m'adressais à des physiciens, là, je commencerais à... Oui, je vais plus vite parce que je suis pas... Là, on a commencé à quelle heure? On a commencé à 20 au moins. Hein? À 10? À 12. Hein? À écart, hein, moi je dirais. À écart. On a commencé à moins quart. Non, on a commencé à écart. Je suis qu'à moitié là. Hein. Bon, attendez, c'est pas fini. Hein. Bon, je vous passe les détails. Et je me dis, waouh, mais pourquoi ils n'utilisent pas l'algèbre de Clifford sur R3? Et d'ailleurs, dans le livre ici, il le dit à un moment, il dit, je pourrais vous montrer, je l'ai annoté, il dit, on est dans un espace tridimensionnel et pour expliquer l'électromagnétisme, l'algèbre de Clifford sur R3 suffit. Ok? Et à un moment, il dit, le gars, là, il fait une erreur. Il dit, oui, mais tout le monde sait qu'on est dans un espace à 4 dimensions. Et là, il se trompe. J'en suis sûr. C'est là que ma conviction est assurée, j'en suis sûr, il se trompe. On est dans un espace à 3 dimensions. Tout le monde peut le voir. La 4e dimension, vous ne la voyez pas, oubliez-la. Et donc, quand il dit ça, il dit... On est dans un espace vectoriel, un espace, vous voyez, je ne mets plus le temps. On est dans un espace à 3 dimensions. Et là, lui, il dit, on est dans un espace à 4 dimensions, depuis Einstein, X, Y, Z, ICT. I, c'est les nombres imaginaires, c'est la vitesse de la lumière et temps. Le temps, c'est un paramètre réel. Les nombres réels. Et là, je vois l'erreur. Donc, ils font une algèbre qui s'appelle CL3-1. C'est con, hein? Moi, c'est CL3-0, j'en suis convaincu. Et eux, ils prennent CL3-1. Parce que 3 paramètres de carré positif,
Et un paramètre de carré négatif, le temps, parce qu'on y a mis ICT. I au carré, un truc fou, c'est négatif, ça fait -1. Hein. Les élèves, quand ils découvrent ça, ils disent mais c'est pas possible. On nous a toujours dit que le produit de deux nombres, positifs ou négatifs, ça faisait un nombre positif. Or là, le produit de I au carré, il est négatif. C'est un malade qui a inventé ça. Hein. Et il n'était pas si malade. Ok. Donc, moi je dis, et je me dis ça, il faut utiliser l'algèbre de Clifford sur R3. Pas 3,1. Et un jour, alléluia, je tombe sur Jesus Sanchez. J'étais en Italie à un congrès de maths, j'y comprenais rien. J'y comprenais rien. C'était Olivia Caramello au sud de Turin, à Mondovì. Elle avait fait un congrès de maths avec les meilleurs mathématiciens du monde dans le domaine. Je comprenais rien, donc j'ai pris le train, j'ai été me promener à Turin. Et j'ai séché les cours, quoi. Et je reviens et je cherchais un jet de Clifford sur mon téléphone. Et je tombe sur un article, je vous le montre, je l'ai traduit en français. Vous voyez? Nous vivons, alors, hein, we live in 8 dimensions and those are not hidden. Parce que, bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire de la physique théorique, ça nous saoulerait. Mais le gars, je dis, c'est exactement ce que je pensais. Alors ça fait plaisir, c'est toujours pareil. On est seul à penser un truc, ouais, et puis on est deux. Deux fous, déjà, c'est bien. C'est mieux qu'un. On dit, ben, il y a au moins un autre mec qui est pas plus fou aussi fou que moi, pas plus fou, moyennement. Et il pense la même chose que moi. Mais surtout, lui, il sait faire des calculs. Moi, je ne suis pas très doué en calcul, je n'ai pas assez confiance. Mais là, je sais que ces calculs sont justes. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé à un mathématicien parisien qui en a parlé à Marc Lachaise-Oreille, un grand physicien français. Il a dit oui, les calculs effectivement sont justes, mais l'interprétation n'est pas bonne. Je suis sûr qu'il a tort. Mais j'ose, on a le droit d'oser. Hein. Ok. Donc cet article, je le décortique. Au début, je vous promets, quand je le vois sur mon téléphone, un PDF de physique en anglais, sur un PDF sur un téléphone, dans le train, j'arrive à l'hôtel, j'ouvre mon ordinateur, je l'affiche, wow, il a fait tous les calculs que je recommandais. Et les calculs sont justes, j'en suis sûr. Bon, et ça a été confirmé par Marc Lachaise-Oreille. C'est l'interprétation qui est pas bonne. Mais on sait qu'en physique quantique, il y a des interprétations, il y en a d'autres. Bref, alors je suis fou de joie. Et je vais passer ça très vite, mais... Non, mais je vais passer ça très vite. Mais je veux que vous le voyez de vos yeux. Hein, parce qu'on parle de la conscience, mais c'est invisible. Hein. Comme on dit dans la Bible, personne n'a jamais vu Dieu. Et personne n'a jamais vu les mathématiques. Les mathématiques, pour les voir, il faut les écrire. Il faut écrire des mots, il faut les verbaliser, il faut inventer un langage. Hein. C'est ça là, le génie des mathématiciens. Ils décrivent un truc que personne ne voit, mais quand ils commencent à vous le décrire, à dire ah oui, regarde la structure, là, elle est gauche, droite, tu fais un calcul, ça donne 8, ah ouais, mais t'as raison, ah ouais. Donc, le génie des mathématiciens, c'est d'inventer un langage pour décrire les choses qui sont invisibles. C'est curieux. L'espace là, il est bien invisible, sinon je ne vous verrai pas. Il est invisible. L'espace-temps, encore plus. Mais par contre, il se décrit par ça. Et je vous montre le petit truc là. Vous voyez le moins avec la flèche rouge là? C'est ce fameux ICT, ou IDT, bon. Hein, ouais. Il est négatif. Vous savez, peut-être vous rappelez dans un triangle rectangle, hein, j'ai enseigné ça à des élèves, la somme des carrés des deux côtés fait le carré de l'hypoténuse. Ben, c'est juste l'extension de ça. C'est comment on mesure une distance dans un espace métrique, hein, métrique parce qu'on peut le mesurer, et la métrique, elle s'exprime par
plus, moins. Et je pense, là j'affirme, je m'affirme, je ne dis pas que c'est vrai, mais moi, tel que j'ai compris, la bonne métrique, elle est là. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un multivecteur dans l'algèbre de Clifford. Regardez, le petit R0 c'est un nombre réel, le petit Rx c'est un nombre réel, tous les petits Rx c'est des nombres réels, mais ça là, le X avec le chapeau, c'est un vecteur. Je regarde la prof de maths toujours pour le X avec un chapeau, c'est un vecteur. Le Y avec un chapeau, c'est un vecteur. Le Y, le Z. Par contre, le XY, ça s'appelle un bivecteur. Bivecteur. C'est le produit géométrique de deux vecteurs. Bon, admettez-le. Le YZ, c'est un bivecteur, lui aussi. Et quand il y en a trois, c'est un trivecteur. C'est le produit géométrique, qui est un mélange du produit vectoriel et du produit scalaire. Hein, on en reparlera. Pour les TD, quand on fera un TD. Donc ce trivecteur-là, Jésus Sanchez, il dit c'est ça le temps. Alors là, mesdames et messieurs, vous devriez... Là, non, mais vous devriez être baba. Ce truc-là, si je l'élève au carré, je multiplie le trivecteur par lui-même, ça fait moins 1. Ouh. Ça rappelle un truc qui est au carré fait moins 1. Ça vous rappelle rien? Le petit i des nombres complexes qu'on rajoute devant le temps pour que la métrique, elle soit plus, moins. Eh bien, il est là. Et je pense, je crois, mais je crois fort parce que vous allez voir qu'il y a plein de conséquences à ça. Je pense que ça, c'est le truc au carré qui fait moins 1, mais c'est pas i. C'est plus compliqué que i. C'est un trivecteur dans une algèbre de Clifford sur R3. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent. Non. Mais bon, on peut faire des maths en rigolant. C'est bon flûte, hein? Ok. Donc ça là, c'est un multivecteur dans une algèbre graduée qui s'appelle CL3-0. Vous savez tout. Le truc en bas. Eh bien, ça va remplacer ça. Mais avantageusement. Pourquoi? Ça va remplacer avantageusement parce que là, il faudrait que je fasse avec les mêmes. On a 4 coordonnées spatio-temporelles, X, Y, Z, T. Et 4 coordonnées spinorielles. Là, les spins vont apparaître. Et les spins, c'est vraiment un truc, vous avez entendu parler que l'électron, il avait un spin. Le spin, c'est vraiment un truc qui apparaît en mécanique quantique. En relativité générale, il n'y a pas de spin. En mécanique quantique, il y a des spins. Ils sont là. Donc, cet outil mathématique, hein, c'est un outil, hein, c'est une conceptualisation d'un espace à 3 dimensions qui génère une algèbre en dimension 8, 4 et 4. J'insiste, 4 et 4. Et qui devient une meilleure formalisation que celle-là. Vous me croyez sur parole ou pas? Je vous laisserai vérifier. Il y en a qui vérifieront et qui me diront mais c'était faux. C'était faux. C'est possible que ça soit faux, attention. Hein. Moi, c'est une proposition juste. Hein. Mais David Estenes, Jésus Sanchez, déjà, il commence à abonder dans ce type de truc. Ok, je continue. Alors, je continue. Non, je réinsiste un peu. Là, on peut... Non, c'est intéressant. On peut décrire l'espace-temps. Donc le truc vide, là, c'est vide. Hein. Et avec les spins, on peut décrire un champ. Alors, en mécanique quantique, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un espace-temps. C'est une scène vide, quoi. C'est vide, c'est invisible. Et dedans, il va y avoir des champs.
des champs de force, des champs de gravitation, des champs d'électromagnétique. Ben là, ils sont décrits par le même multivecteur. C'est-à-dire, la même algèbre, elle réunit les deux, l'espace et les champs. Et les champs, c'est ça qui va faire bouger les choses. C'est important. Et là, un jour, une nuit plus précisément, une nuit de recherche, vous savez, exaltée, des fois je deviens échevelé là. Là, je suis coiffé et tout. Mais des fois, la nuit, à 5h du matin, je suis en train de réfléchir et je lis ce gars-là, Sean Majid. Alors, bon, je ne pourrais pas vous décrire tout sur Sean Majid, mais c'est l'auteur de ce livre. Celui-là, je n'arrive pas à en lire 8 pages. Hein. Mais c'est un des meilleurs spécialistes du monde des groupes quantiques et des théories de groupes quantiques. C'est très très difficile, je comprends presque rien. Presque rien. Hein. Il faut avouer les choses. Mon regard, il survole les choses, mais avec ma petite neuroatypicité, je vois les trucs de la biologie à la mécanique quantique. Je dis, là, il y a un truc, il doit y avoir un rapport. C'est vraiment la transdisciplinarité. Et là, ce gars-là, lisez ce qu'il écrit et attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Il le dit. Donc, ce gars, il écrit un article qui est traduit par Jacques Frick, un astronome de l'Observatoire de Meudon, il le traduit en français. Et moi, c'est bien parce que quand c'est en français, c'est plus facile à lire. L'anglais, dès que j'ai un article de 20 pages en anglais, je mets 1 heure à le lire. En français, je peux le lire en quelques minutes. Hein. Je suis meilleur en français qu'en anglais. Ouais. Et donc, Sean Majid, il dit, moi j'ai étudié toutes les algèbres possibles, les groupes, théorie des groupes quantiques, et c'est des forces, hein, très très fort. Hein. Et il dit, il y a un truc, la bonne algèbre, qui devrait pouvoir décrire le monde, c'est-à-dire le monde, l'espace et les champs. Hein, il y a toujours l'espace et les champs. L'espace et les particules, l'espace et les forces. Il faut une théorie unifiée, algébrique. Et il dit, dans son article, il le formalise d'une façon, il dit il faut que ça soit une algèbre autoduale. Alors quand je lis ça, ça me réveille la nuit, l'autodualité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous passe les détails. Je passe des mois à essayer de comprendre ce qu'il raconte. C'est compliqué. Et puis un jour, je m'aperçois que ce petit truc-là, en bas, eh bien, c'est autodual. Et là, c'est pareil, je ne vous raconte pas la joie. Ah ouais, purée, ça tombe bien, parce que moi, je préconise et je pense, comme David Estenes et Jésus Sanchez, que c'est cette algèbre qu'il faut utiliser. Et Sean Majid qui dit il faudrait qu'elle soit autoduale. Ouais, mais je veux dire, elle a déjà 3 adeptes. Et surtout, elle pourrait résumer ou modéliser ou formaliser ou représenter la dualité mind-body, la dualité corps-esprit. Il écrit ça sur son blog. S'il l'écrit dans une revue scientifique, on le boule. On l'envoie chier, pardon. On l'envoie balader. Il l'écrit sur son blog. Et moi, je lis son blog après avoir lu son article sur ce qu'il appelle la condition d'autodualité théorique. Je lis sur son blog que cette autodualité, et moi, ça me va bien. Bon, dans mon esprit, je commence à voir comment les champs, comment l'espace-temps, mais en dimension 8, a une forme d'autodualité. J'essaie de vous faire comprendre la gymnastique qui se déroule dans mon esprit, l'intuition.
il y a 4 composantes spatio-temporelles et 4 composantes bosoniques, des bosons, des champs. Et l'autre côté, c'est fermionique. Je pourrais vous détailler plus, mais ce serait presque incompréhensible. Mais on sait que dans la nature, il y a des bosons et des fermions. Les bosons, c'est des champs, c'est les particules de champ, les photons, le boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'est un champ scalaire. Et là, il y a un scalaire. Les champs fermioniques, ils sont là, dans les bivecteurs. Et il y a un grand physicien, je la cite comme ça, mais dans le livre c'est expliqué, Jean-Marie Souriau, il appelait le trivecteur, je ne sais pas pourquoi, le passage. Et ça, moi qui suis alchimiste, a mis des mots. Les mots, ils me parlent. Hein. Ils me disent des choses que les autres n'entendent pas. Et les mots me parlent. Je disais, c'est presque ma devise. Les mots, ils me parlent plus fort que... Je redis, Jean-Marie Souriau, un des meilleurs physiciens français, il appelait ce trivecteur le passage. Alors je me suis dit, mais c'est quoi qui veut dire le passage du temps? En fait, techniquement, c'est le passage pour montrer qu'il y a une autodualité. Bon, je la fais brève. Hein. Et donc, je suis super content. Il y a un mec, Jésus Sanchez, qui pense que CL3.0 est la bonne algèbre, et lui qui dit il faut qu'elle soit autoduale, elle l'est. Je suis 2 fois content. Et en plus, ça pourrait modéliser le rapport champ-matière, fermion, boson. Dans la même algèbre, hein, c'est magique. Hein. Il n'y a pas besoin de plus d'algèbre, il n'y a pas besoin de 2 théories. Alors voilà. Oui. Tu peux redire, enfin, c'est quoi autodual? Autodual, je vais te montrer. Autodual, c'est en mathématiques, il y a des dualités. C'est un terme technique hein, en maths. Hein. Il y a des dualités, et quand un espace, tu prends son dual, hein, un espace vectoriel, il a un espace dual. Quand le dual est isomorphe à l'espace, il est autodual. Je vais te donner un exemple incroyable. Vous savez ce que c'est le tétraèdre? Ok? Le tétraèdre, vous voyez ce que c'est? Ça a 4 faces. C'est une pyramide triangulaire. Vous prenez chaque centre du tétraèdre et vous les reliez. Vous prenez le dual du tétraèdre. Et bien c'est un tétraèdre. Faites-vous-le dans la tête si vous y arrivez. Vous prenez un tétraèdre à 3 triangles, 4 triangles. Vous prenez le centre de chaque. Eh bien le tétraèdre est autodual. Et croyez-moi, c'est l'intuition que j'ai eue un matin. Je me suis réveillé avec des tétraèdres qui volaient autour de mon lit. Bizarre, hein? Prenez un cube. Prenez le centre de chaque face du cube. Reliez-les. Vous obtenez un octaèdre. Refaites ça sur l'octaèdre. Vous réobtenez un cube. C'est pas autodual. Le tétraèdre, tétra, il est autodual. Et là, l'algèbre, elle est autoduale de cette façon. Bon, je sais que c'est pas facile, mais moi j'ai des intuitions géométriques, et là, ça se transforme en intuition algébrique. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a une similitude, c'est ça un peu, c'est une analogie. Mais prenez le tétraèdre, vous savez, j'ai fait des collages et tout, hein, comme à la maternelle, hein, des découpages en tirant la langue. Et je les collais, et puis, waouh, ah ouais, le tétraèdre. Et pareil, si vous prenez le tétraèdre, vous prenez à chaque sommet du tétraèdre, vous mettez une face qui est perpendiculaire, et vous retrouvez un gros tétraèdre. Le tétraèdre est autodual. Regardez sur Wikipédia, c'est expliqué. Ok,
Alors maintenant, je vais plus vite et plus loin. J'ai encore 5-6 minutes au moins. Voilà. Ça, lisez la phrase là-haut, c'est en anglais. Alors, et c'est le fameux, Wheeler, un des meilleurs physiciens du XXe siècle américain. Wheeler, c'est le prof de David Estenes. Les chats ne font pas des chiens. Et il dit, il n'y a rien dans ce monde excepté un empty et curved space, un espace vide et courbé. C'est tout. La matière, la charge, l'électromagnétisme et tous les autres champs sont des manifestations de cet espace, la physique et géométrique, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Bon, vous restez tous, ça va. Vous êtes rentrés déjà. Et donc, Wheeler, alors, avant de vous montrer ça, de vous expliquer pourquoi j'ai mis ce dessin, je reviens ici encore. Désolé, ça brille, c'est trop... Là, juste ça, là. Juste regardez ça. Ça, c'est autodual. Il y a la moitié de l'algèbre qui est paire et l'autre impaire. Vous voyez? Et c'est comme si vous aviez mis un miroir au milieu. Et en physique, je l'ai mis là, bon, je vais vous l'expliquer. En physique, il y a une symétrie fondamentale des particules. Elle s'appelle la symétrie CPT. Charge électrique, plus, moins. Parité, c'est une symétrie dans un miroir. Temps. On peut inverser le temps, soit il va dans un sens, soit il va dans l'autre. Mais quand on réunit les trois paramètres, CPT, c'est une symétrie universelle. Et je vous le donne en mille, cette algèbre-là, pas ce zèbre-là, mais cette algèbre-là, ici, elle est non seulement autoduale, mais elle implique naturellement la symétrie CPT. Je l'ai écrit, vous trouverez le PDF en ligne, lisez-le. Donc elle a déjà pas mal de qualités. Elle est autoduale à la Chaude-Magide, elle est paire-impaire, elle décrit les fermions, les bosons. Elle me plaît beaucoup. Et voici la représentation que tout le monde connaît. Regardez la main de Dieu, il est en haut, hein, à droite. Il tend sa main droite. Et l'humain, il lui tend sa main gauche. Le gauche, c'est moins bien que le droit. Enfin, moi, je suis gaucher. Je me suis fait engueuler. Hein. Les gauchers, quand je dis que vous êtes gauche. Donc, Dieu, il tend... Allez, je le fais. Allez. Dieu, il est l'algèbre paire. Et l'humain, il est l'algèbre impaire. Il vit dans l'algèbre impaire. Waouh, je ne sais pas si vous me suivrez là. Mais le mec qui a fait ce tableau, il pourrait avoir eu... Le mec, c'est Michel-Angelo, pardon. C'est un Italien. Le mec qui a fait ça, peut-être que... Je dis rien contre les Italiens. Hein. Mon frère, il était italien. Mais le mec qui a fait, Michel-Ange qui a fait ça, il a peut-être eu quelque part, en tout cas moi ça a résonné en moi, l'intuition que la symétrie miroir, c'est fondamental, et ça l'est, hein, la symétrie CPT. Je voulais venir avec un miroir ici. Je voulais vous mettre le miroir, me mettre en face et vous dire où est le vrai Alain. Où il est le vrai Alain? Dans le miroir ou là? Ouais. Et vous auriez vu que le Alain, dans le miroir, il écrit de la main droite. C'est pas moi. Moi, je suis là. Je suis gaucher. Moi, j'écris avec ma main gauche. Si vous voyez une image, le mec, il est droitier, c'est pas moi. N'en croyez pas un mot, c'est un menteur.
Eh bien, une particule, au CERN à Genève, ils ont vérifié que les particules, elles respectent cette brisure de symétrie. Les particules gauches et les particules droites, ce n'est pas les mêmes. Enfin, il y a une symétrie, une brisure de symétrie. Et donc, on est dans un espace qui respecte la symétrie globale, mais brise la symétrie miroir. C'est chouette, ça. Mais lui, Dieu, il est d'un côté, il présente sa main droite, et de l'autre, l'humain, il est la main gauche. Je distingue le champ bosonique, le champ fermionique, la conscience, on y vient au fameux champ de conscience. Oui, c'est le but de l'explication. Ce champ, il doit exister. Et on peut surtout, il doit exister, moi j'en suis convaincu, mais on peut le formaliser, vraiment le formaliser très précisément. J'avance, je reviens à cette phrase et je la relis, pardon, je rabâche des fois, me le dit. Il est où l'oiseau qui me dit que je rabâche souvent. Il n'y a rien qu'un espace courbé, et c'est tout. Toutes les courbures représentent des particules, des bosons, des fermions, et c'est tout. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de champ, il y a un espace 3 dimensions courbé. Et ça, c'est la vision d'Einstein, c'est la première vision d'Einstein, et je continue à croire que c'est la bonne façon de décrire l'univers, un espace courbé, c'est tout. N'y mettez pas des champs, ils y sont déjà. Je vous ai montré tout à l'heure, ils y étaient dans l'algèbre. Donc, le monde est d'essence mathématique, et c'est juste un espace tridimensionnel courbé. Les particules, la matière, l'espace, le temps apparaissent après. C'est mon idée. Et maintenant, je continue un peu. Voilà, ça c'est intéressant. Claude Lévi-Strauss, un anthropologue, il va au Brésil. Je la fais très brève parce que j'ai encore 3 minutes à peine. Claude Lévi-Strauss, il va en Amérique du Sud, au Brésil. Il rencontre des tribus primitives et il écoute leurs mythes, les mythes, des histoires d'oiseaux, de trucs. Là. Enfin, je la fais brève. Et il y a un de ses amis mathématiciens, André Weil, qui lui dit, mais quand il décrit la structure des mythes, on dirait qu'il décrit le groupe de Klein. La formule canonique du mythe, ils s'aperçoivent que la structure narrative du mythe ressemble à un groupe mathématique. Alors, un groupe mathématique, c'est un objet mathématique qui a des propriétés. Et le groupe de Klein, c'est le premier groupe non cyclique à 4 éléments. Et il est à la fois très simple et magique. Et dans la structure algébrique que je viens de vous décrire, il y est à 100%. Donc la structure algébrique qui décrit l'espace et ensuite l'espace-temps contient nativement le groupe de Klein. Il faudrait des heures, enfin quelques minutes pour l'expliquer. Et la structure, et j'ai appelé ça la structure de la psyché. J'avance de plus en plus vite, désolé, j'aurais voulu avoir un quart d'heure de plus, mais... Donc, un anthropologue qui étudie la forme symbolique des récits, la forme grammaticale, la conformation logique des mythes, il trouve une structure algébrique qui s'appelle le groupe de Klein. Alors, je vais aller là encore très vite. Pourtant, c'est super intéressant. La structure de la psyché, c'est un livre qui a été écrit par Grothendieck. C'est l'aboutissement de sa carrière de mathématicien et d'alchimiste et
d'Hermite, qui s'appelle Structure de la psyché. Et je reprends ce terme pour l'utiliser. J'essaie de le résumer, mais je ne voudrais pas saborder mon idée, tellement elle me convient, tellement, c'est ce que j'écris d'ailleurs. Hein. Je ne dis pas que ce que je vous dis est vrai, mais après 45 ans de réflexion, j'ai pas beaucoup de théories qui remplissent toutes les cases de ma connaissance. Et ma connaissance, sans prétention, est large, vaste. Je touche à tous les sujets, tout rentre dedans. Paf. Ah, là, ça marche. La symétrie CPT, déjà, ça devrait satisfaire tout le monde. L'autodualité de Sean Magid, vous devriez dire, ah ouais, c'est genre. Bon, je la fais. Là, je vous dis un mot sur les topos de Grothendieck. C'est important. Grothendieck, lui, il a fait de la géométrie algébrique. Hein. Géométrie algébrique, c'est très, très, très compliqué. Et un topos de Grothendieck, c'est une abstraction, la plus haute abstraction possible pour décrire un espace. Un espace, c'est tout, un espace. L'espace 3D, ou un autre espace, un espace mathématique. Ça s'appuie sur la théorie des catégories. Vous, à la maternelle, vous avez appris la théorie des ensembles. Il y a des objets, et on les regroupe, on fait des petits ronds. Il y a les ensembles des chats, l'ensemble des fleurs, l'ensemble des... La théorie des catégories, c'est pas ça. On prend les relations entre objets. Et on revient à ce qui a été dit hier. Je vais vous donner un exemple de relation qui préexiste, qui peut préexister avant les objets. La filiation. Filiation, c'est une relation entre le père et son fils. Ou le fils et son père. Donc la filiation, c'est une relation, et ça fait apparaître le père et le fils. Alors, dans l'ordre chronologique, en général, le père est avant le fils. Mais dans la relation, la filiation, la relation de filiation, ou de paternité, ou de maternité, si vous voulez mettre une mère et sa fille, la relation est ontologiquement avant les objets. Et bien, la théorie des catégories, c'est une formalisation mathématique avancée de la notion de relation avant l'objet. C'est-à-dire l'objet peut être décrit par ses relations. Ça, je pourrais vous en parler des heures, hein. Je ne voudrais pas maintenant. Et moi, alors, je finis. Enfin, j'essaie d'avancer assez vite. Je suis devenu un spécialiste des graphes relationnels. Dans mon métier de policier, je suis devenu spécialiste de ça parce que j'étais, comme toi Patrice, j'avais une quête commune, toujours la même quête. Et finalement, je me suis rapproché. Et un jour, ça s'appelle des graphes sémantiques, hein, c'est pour Internet. C'est des graphes sémantiques, ça s'appelle une ontologie. Et quand j'ai discuté un jour avec Olivia Caramello, là ça a été pareil, un déclic, on bavardait de tout et de rien. Et je lui dis, moi j'ai fait du web sémantique, des ontologies sémantiques. Ah, elle me dit, mais tu sais que j'ai fait une conférence avec Laurent Laforgue sur les ontologies sémantiques et les topos. Waouh, je me suis dit, les topos, j'y comprends rien. Enfin, presque rien, je ne comprends pas, c'est des mathématiques tellement difficiles, mais les ontologies sémantiques, je sais ce que c'est. Et bien, il y a... Et là, c'est super, parce que vous vous dites, purée, on doit pouvoir s'entendre avec Olivia Caramello, une mathématicienne, et un modéliseur de relations sémantiques. Je finis, mon livre est fini, je conclus une chose, je dis... Alors, non, je reprécise, pardon, une dernière chose, un topos. Un topos, c'est une formalisation mathématique des plus abstraites d'un espace. Mais quand on l'a formalisé, il arrive avec sa propre logique. C'est-à-dire, vous décrivez un espace, vous avez sa logique. C'est pas l'inverse. La logique d'un topos, donc d'une catégorie vachement compliquée, elle contient une logique intuitionniste.
Vous savez que vous connaissez la logique binaire. C'est vrai ou faux. Une proposition est vraie ou faux. Il n'y a pas de choix. C'est blanc ou noir, c'est vrai ou faux. Et on exclut une tierce possibilité. C'est-à-dire, on parle de tiers exclus. Eh bien, la logique du monde, elle est intuitionniste. C'est-à-dire, on réintègre le tiers parce que la réalité, c'est pas vrai ou faux, c'est vrai ou faux. Ça peut être vrai et faux, ou ni vrai ni faux. Donc, c'est une logique quaternaire, pas la logique binaire. Il faudra que je fasse une troisième conférence. Parce que j'avance, un jour je lis ce livre, je l'ai là. Hein. Mon livre est fini, ça y est. Il y a un isomorphisme entre la structure géométrique de l'espace et de l'espace-temps et la structure de notre psyché. C'est super raccourci. Hein. Et là, dans ce livre, moi, quand je lis un livre, j'aime bien faire des graphes de livres. Je relis tout, moi. Je relis du verbe relier, religarer. C'est ma religion. Et là, je dis, tiens, il cite Frogier, Jean-François et Robert Lutz, fondement logique de la physique. Je vous le mets à l'écran, pardon. Ce livre, alors moi, dès que je peux acheter un livre, j'y vais. Je le télécharge en PDF d'abord, et après je l'ai acheté. Fondement logique de la physique. Eh bien, je vous la fais brève, logique quaternaire. Le groupe de Klein. Et vous l'avez devant vos yeux, éblouis. Le groupe de Klein, il est là devant vous. C'est lui qui formalise la logique du monde. Et il est dans l'algèbre qui décrit l'espace. Et il est dans la structure logique de notre psyché. C'est cohérent tout ça. Enfin, moi, je vois la cohérence. J'espère qu'il y en a qui m'ont suivi, un ou deux. Et donc, je suis très satisfait de ça. Très satisfait de ça. Signature du quaternaire, fondement logique de la physique. Bon. Alors maintenant, le champ de conscience unifié existe-t-il? Oui. Il est formalisable et un jour il sera formalisé et ce sera la physique de demain. Ce sera. Je considère la conscience comme fondamentale, je considère la matière comme dérivée de la conscience. Tout ce dont nous parlerons. Non, c'était celle d'en haut, pardon. Il n'y aura pas de théorie de la conscience tant qu'il n'y aura pas une nouvelle physique. J'aimerais que ça soit celle-là. Et j'ai le flair pour croire qu'elle est valide. Je finis juste. Ce champ de conscience unifié, en quoi Qu'est-ce que j'ai dit? Non, attendez. Ce champ de conscience unifié, il est là en photo ChatGPT, il est là dans le tissu des relations humaines, tout est relation, tout est relié. La relation précède l'être. La relation précède l'objet. Il y avait une théorie dans les années 60-70 qui s'appelait la théorie du bootstrap, en physique, hein, vous pourrez chercher bootstrap, qui disait une particule n'existe que parce qu'il y a d'autres particules avec qui elle est en relation. On n'est jamais seul au monde. Enfin, des fois on se sent seul. Hein. Bon là ça va encore. Hein. Et donc la constellation familiale, là par contre, là j'ai un quart d'heure de retard bientôt. La constellation familiale, de mon point de vue, permet de se relier à ce champ. Alors, je la fais très brève, hein, pardon. Je la fais très brève. Et deuxièmement, on est en train de développer avec Franck, ici, un projet noosphérique, hein, qui
qui vise à développer, entre autres, une application susceptible de montrer une influence de la conscience sur le champ fondamental. Désolé Franck, je ne peux pas en dire beaucoup plus, il aurait aimé que j'en parle plus, mais voilà. On va essayer de faire une application qui montre, exhibe et qui rende la vision artistique d'une possibilité que la conscience altère des générateurs d'aléas quantiques. Bon, je ne peux pas le dire en moins de mots. Et je fais une petite allusion à mon ami Philippe Guimand, j'aime bien, enfin j'aime beaucoup, de la connaissance à la joie, et tout est là. Moi ça me rend joyeux ça, et ça c'est un critère, un bon critère. Quand un truc vous rend joyeux, c'est que c'est possiblement vrai. Quand ça vous rend triste ou énervé, ça m'arrive. Bon voilà, et je trouve cette phrase très belle, et vous l'avez lue? Oui. Eh oui, je vais vite là, parce que je sais que derrière moi il y a Alban Kakoulia qui veut faire sa conférence aussi. Celle-là, je l'aime bien, cette phrase. Comment? Ça vous plaît, cette phrase? Ou pas? Alors, je la lis. En tant qu'intelligence absolue, Dieu, hein, mais comme disait Einstein, définissez-moi ce que vous appelez Dieu et je vous dirai si j'y crois ou pas. Hein. Mais moi, c'est plutôt le Dieu de Spinoza. Hein. Alors, en tant qu'intelligence absolue, Dieu est inconcevable et inconnaissable, mais il se manifeste à travers l'univers. La nature, l'homme, au moyen de lois physiques et métaphysiques. Je viens de faire de la métaphysique, là. Vous l'aurez remarqué. Que nous pouvons étudier pour notre bien-être et celui d'autrui, ça c'est important. Que ça doit être, c'est d'utilité publique. Ce qu'on fait là, c'est d'utilité publique. C'est pour le bien-être de la planète et de tout le monde. En fait, dans cette étude, c'est dans cette étude que réside le bonheur auquel nous aspirons. Et je vous salue. En tant qu'alchimiste, je crois être alchimiste, en tout cas très très inspiré de l'alchimie. Et je veux vous faire lire cette phrase que je trouve magnifique. L'alchimie est à mi-chemin entre la poésie et les mathématiques, entre le monde du symbole et celui du nombre. C'était une conférence alchimique. Voilà. Pas de questions, hein? Pas de questions, hein? Ouais. Vous me les poserez en dehors. Merci. On fait une pause de 10 minutes maximum. Désolé, hein? Alors, je te donne le câble HDMI. Il est là.